Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Dupond-Moretti relaxé. Mais où en est-il avec ses problèmes d'addiction? Est-ce que c'est un complot de la fachosphère, un mythe ou une réalité? Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, un spécial remerciement aux fidèles parmi les fidèles qui financent cette chaîne au quotidien. Et aujourd'hui sont à l'honneur Bibi Fricotin, Luc Tobiana, Laurent Ziran, Caroline Darbini. Comme je viens de vous le dire, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier, vous êtes formidables pour les pouces levés, la diffusion sur notre réseaux sociaux et les gentils messages. On ne lâche rien. On commence l'actualité par l'affaire Crépol. Et oui, elle n'en finit pas de susciter des commentaires de la part des progressistes. Et là, ils viennent de dépasser tout ce qu'on pouvait entendre. Vous avez aimé l'édito de Patrick Cohen et son allusion au bal tragique, vous allez adorer l'historienne d'Arte qui qualifie le meurtre de Thomas de fait divers banal et le compare à Roméo et Juliette. Mais vous savez ce qui me choque le plus chez ces intellos progressistes, c'est qu'ils sont d'une ignorance crasse. Elle essaie de manipuler l'image de Roméo et Juliette pour édulcorer les faits. Mais elle a tort. Roméo et Juliette, c'est du Shakespeare, et dans le sens profond, c'est le sens baroque. Le monde de Shakespeare, c'est le monde de l'ensauvagement, c'est le monde de la barbarie. C'est le monde qui ressemble davantage en effet à Crépol que l'image d'Épinal qu'elle essaie de développer sur les plateaux de télévision et que l'on reconnaît dans cette très belle version de Zeffirelli qui date de 1969. Le bel adolescent, amoureux de Juliette, la scène du balcon et les amoureux, les amants de Vérone. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit dans Roméo et Juliette. La première chose d'ailleurs qu'on est obligé de lui faire remarquer, c'est qu'il n'y a pas de meurtre lors du bal. Oui, ça, je ne sais pas où elle est allée chercher cette histoire. Quand Roméo entre dans la famille ennemie des Capulet, il est masqué pour ne pas être reconnu. Mais il est tellement ébloui par la beauté de Juliette qu'il lève son masque et il est reconnu par les Capulet. Et là, le neveu Tybalt veut se battre. Mais le patriarche Capulet a dit non, il est sous mon toit, il est protégé. Et puis Roméo, c'est quelqu'un de bien. Donc, il n'y a pas de duel lors de la scène du bal. Et d'ailleurs, il finira par épouser Juliette. Donc, le monde de rivalité avec les filles, déjà, ce qu'elle développe dans son extrait, n'existe pas. Il y a bien par la suite une vengeance de Tybalt contre les Montaigu. Tybalt se bat en duel, il se bat en duel. Il n'assassine pas quelqu'un à coups de couteau qui est désarmé. C'est un duel aristocratique de famille aristocratique. Ce qui oblige Roméo à venger le membre de son clan Mercutio et de tuer à son tour Tybalt, ce qui va déclencher la vengeance des Capulet et la mise en place du scénario tragique. Mais cela n'a strictement rien à voir avec Crépol. Et puis, dans cette histoire de Roméo et Juliette, le fond, pourquoi les deux familles, les Montaigu et les Capulet, se détestent-elles tant? Eh bien, c'est que nous sommes dans un relief de guerre civile. Au tout début du XIVe siècle, guelfes et gibelins s'affrontent, c'est-à-dire ceux qui sont du parti de l'empereur et ceux qui sont pour le pape. Et puis un fait divers, un Monticoli, un gibelin, va épouser un San Bonifacio, une guelfe. Cette histoire va plaire aux troubadours de l'époque. Ils vont composer un premier élément qui va être retransformé par différents hommes de lettres et cela va arriver à Shakespeare qui va nous donner la version définitive. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'atmosphère de guerre civile qui plaisait aux Anglais parce qu'ils avaient eux-mêmes vécu une guerre civile au XVe siècle entre les Lancastre et les York, que Shakespeare d'ailleurs a rapporté dans ses pièces de théâtre, une des plus fameuses, Richard III. Cet affrontement sanguinaire, ces passions démultipliées. Et lorsqu'on regarde notre époque, en effet, on pourrait se dire, nous vivons en pleine période de Shakespeare. Si je regardais par exemple l'Élysée, eh bien, je pourrais comparer peut-être à Macbeth de William Shakespeare, où vous avez un imposteur au pouvoir qui a tué le roi légitime, et son épouse, Lady Macbeth, a toujours les mains couvertes de sang. Alors, normalement, il n'y a qu'elle qui voit le sang, c'est un sang imaginaire, c'est le résultat de sa culpabilité. Le metteur en scène à New York il y a quelques années l'a couvrait de sang pour que le spectateur comprenne mieux. On a l'impression en effet que les Macbeth sont à l'Élysée. Vous avez d'ailleurs un auteur français qui en a fait un pastiche, Ubu Roi et Mère Ubu. Ubu Roi et Mère Ubu, j'ai vraiment l'impression parfois
de reconnaître les Macrons. Et puis je voudrais vous donner un petit extrait d'un poème baroque de Ronsard, poète catholique, qui nous décrit cette expérience de la guerre civile. Là, ce sont les guerres de religion au XVIe siècle en France. Ce monstre arme le fils contre son père, son propre père, et le frère au malheur arme contre son frère, la sœur contre la sœur, et les cousins germains au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains. L'oncle fuit son neveu, le serviteur son maître, la femme ne veut pas son mari reconnaître, les enfants sans raison disputent de la foi, et tout à l'abandon va sans ordre et sans loi. À travers ce rapide aperçu, vous avez constaté que le monde de Shakespeare qui nous a été présenté sur le plateau du service public ne correspond pas à la réalité. Le monde baroque, le monde de la tragédie shakespearienne, c'est un monde gouverné par le mal, avec un M majuscule. C'est le monde du chaos, c'est le monde de l'ombre. La tragédie de Shakespeare a comme objectif de susciter la terreur, l'effroi. Et les hommes qui gouvernent dans ces tragédies de Shakespeare sont corrompus, ils sont atteints de folie. Et le monde de l'ombre, leur royaume de l'ombre, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, eh bien c'est le royaume de la barbarie, de l'ensauvagement, de la violence sadique. Nous sommes dans l'inversion des valeurs. Les corbeaux volent à l'envers. Est-ce qu'on peut affirmer dans ces conditions que la France a basculé dans ce monde baroque? Et oui, il semblerait qu'à l'Élysée, il y ait un Macbeth d'Amiens. Par ailleurs, la justice, c'est le monde de l'injustice. Là encore, c'est une thématique baroque. Vous avez donc des jeunes qui sont accusés d'avoir voulu faire des choses qu'ils n'ont pas commises. Ils ont été des soutiens de cette idéologie nazie. On va de suite regarder le portrait de ces gens qui soutiennent des nazis. Ah zut, je me suis trompé de photographie. Vous en déduisez ce que vous voulez. Mais puisqu'Emmanuel Macron est apparu à l'écran, ça va me permettre de faire une transition facile. Vous vous rappelez un de mes précédents entretiens, j'avais dénoncé le faux hommage d'Emmanuel Macron à Gérard Collomb, puisqu'il l'avait comparé à Édouard Herriot, qui était tout sauf un personnage exemplaire, qui avait un gros dossier au niveau de la collaboration. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit en me disant « c'est un personnage corrompu ». Et oui, c'était un personnage corrompu, un débauché, qui fréquentait les femmes de petite vertu, ce qui faisait les choux gras du canard enchaîné, qui utilisait cette contrepèterie sur Édouard Herriot, le maire de Riom, à de belles élections. Je pense qu'elle est facile à trouver. Donc vous avez Emmanuel Macron qui n'a pas cessé de lancer des bâtons dans les roues à Gérard Collomb. Il a fait en sorte qu'il ne soit pas réélu maire de Lyon et qui vient aujourd'hui prononcer un discours à ses funérailles. On va l'écouter, ce discours d'Emmanuel Macron, de quoi un court extrait, et là on se dit que notre président, en tout cas le Macbeth d'Amiens, le Ubu de l'Élysée, est dans un état certainement second. Oui, écoutons. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Il nous fait un cours de théâtre, Emmanuel Macron. Il avait pris quelque chose. Bon, puisqu'on parle de scènes stupéfiantes, la transition est facile. Dupont-Maserati. Alors, vous le savez, il a été relaxé par la Cour de justice de la République. Et comme le souligne la presse, un conflit d'intérêts, aussi objectif soit-il, c'est-à-dire qui a été démontré par l'accusation, ne fait pas une infraction pour la Cour de justice de la République. Nous en connaissons les raisons, la Cour de justice de la République est composée de députés, dont certains très proches d'Emmanuel Macron. Il faut savoir que le verdict a été rendu il y a 10 jours. Autrement dit, la Macronie savait depuis 10 jours que Dupond-Moretti était relaxé. Et ils nous ont joué la comédie. Et hier, avant-hier, ce que nous avons vu avec Dupond-Moretti s'échauffant contre le Rassemblement national, c'était une énorme scène de comédie pour remettre en selle, cette fois-ci, Dupond-Moretti. Mais dans quel monde vit-on ? Alors, on va revenir sur le dossier Dupond-Moretti. Est-ce que Dupond-Moretti peut rester garde des Sceaux, ministre de la Justice? Non, au vu de son dossier. Il n'aurait jamais dû être nommé. Alors, quelques rappels, par exemple ses doigts d'honneur et ses bras d'honneur au sein de l'hémicycle. Relax du Yeti, un beau doigt d'honneur aux Français victimes de son laxisme. Éric Dupond-Moretti, vous nous expliquez comment vous avez acheté votre Maserati à Monaco en liquide, argent venant d'un paradis fiscal, et la source, c'est Mediapart. Il y a dans cette scène du doigt
ou du bras d'honneur, tout ce qu'on peut reprocher à Dupond-Moretti. En effet, il y a sa grossièreté, sa violence légendaire, il est dans un état second, alcool ou autre addiction, c'est ce que nous verrons dans les pièces du dossier, et puis lorsqu'il commet donc un délit, il refuse de s'excuser comme s'il se sentait supérieur aux lois. Et c'est un trait que l'on remarque à chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice. Par exemple, lorsqu'il est flashé à 90 km/h au lieu de 60. L'affaire est si énorme qu'elle a valu une missive de la procureure générale de Douai titrée « Commission rogatoire internationale à l'encontre de maître Éric Dupond-Moretti », adressée aux bâtonniers de Lille. Oh là là, qu'a bien pu faire le célèbre avocat. Voilà les faits, ils sont graves. Il y a 2 ans, le 9 août 2014, un radar suisse flash sa voiture à 90 au lieu des 60 km/h autorisés. Alors qu'est-ce que c'était comme voiture à l'époque? Une Maserati, une Bentley? Ça, l'article ne le dit pas. Or, malgré la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités suisses, cet avocat n'a pas jugé utile de déférer aux diverses invitations à se présenter devant les services de police requis pour l'entendre. Oui, Dupond-Moretti est au-dessus des lois, poursuit la procureure générale de Douai, Marie-Suzanne Lequéot. Et ce n'est pas fini. Après avoir expliqué que son agenda professionnel l'empêchait d'aller répondre aux policiers, Dupond-Moretti n'avait pas repris rendez-vous compte tenu de la carence du mis en cause. Il est recontacté le 12 juillet 2016. Par téléphone, l'avocat raconte alors qu'il n'était pas volant. Non, ce n'est pas moi. Ça, c'est typique d'une défense de racaille. Il est pris en flagrant délit. Non, ce n'est pas lui. Ce jour-là, et horreur, que n'étant plus domicilié dans la région, il ne se présenterait pas au commissariat. Et oui, lorsqu'on est Dupond-Moretti, on est au-dessus des lois. Alors ça, devant ce comportement peu conforme aux règles déontologiques, et on l'a nommé ministre de la Justice. Le procureur général de Douai avertit le bâtonnier qu'elle envisage de faire jouer l'article 24 de la loi de 1971 qui permet de suspendre provisoirement l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Je n'endors plus la nuit, a confié Dupond-Moretti, toujours dans une plaidoirie grotesque. Il y a de quoi aussi s'interroger sur la terrible surcharge des cours et des tribunaux dont se plaignent sans cesse les magistrats. Mais il y a plus grave, vous savez que Dupond-Moretti est souvent dans un état second, il titube, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que ce sont des autres produits? On se rappelle d'ailleurs un entretien où j'avais relaté ce différend qu'il avait eu avec des féministes, où il les avait insultés, où il avait tenu des propos sexistes. Manifestement, il avait du mal à tenir debout. Gérard Fauré, le fameux dealer des stars, accuse Dupond-Maserati, de marcher à la farine. Dupond-Moretti a dit que c'était du complot, que c'était n'importe quoi, une rumeur. Mais voilà, dans son passé, il y a quand même des faits. Dupond-Moretti a beau expliquer que tout ça c'est du complot, il n'en reste pas moins que la justice l'avait déjà attrapé. En 1993, il déclare dans les médias, où il est très présent depuis des années, être victime d'un coup fourré. Ah oui, à chaque fois qu'on s'attaque à Dupond-Maserati, c'est un complot international. Il voit des complots partout, Dupond-Maserati, de la part du procureur José Torel, qui aurait tenté de le faire tomber dans un dossier de stupéfiants, des traces de cocaïne ayant été retrouvées dans sa berline. Il subit alors une perquisition et une garde à vue qui auraient pu mettre fin à sa carrière. Pour information, il y a de très nombreux articles de presse qu'on ne retrouve plus sur les moteurs de recherche. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'ils essaieraient de nettoyer le passé de Dupond-Moretti? Manifestement, oui. Et lorsque Dupond-Moretti gère son argent, cela donne ces articles de Mediapart. Éric Dupond-Moretti aurait omis de déclarer plus de 300 000 euros de revenus. Selon Mediapart, le garde des Sceaux aurait oublié de déclarer plus de 300 000 euros de revenus en liaison avec ses droits d'auteur à la Haute Autorité pour la transparence de la vie public. Voilà celui qui est en charge du ministère de la Justice. Et son bilan est effroyable, je vous renvoie à ce que je vous ai dit dans mes précédents numéros. Les journalistes aux ordres, eux, ils ne voient rien, ils ne savent rien. Jugé pour prise illégale d'intérêt, Éric Dupond-Moretti relaxé par la Cour de justice de la République. Bruno Jeudi, journaliste, relaxe pour Dupond-Moretti. Il aurait été dommage qu'Emmanuel Macron perde le meilleur garde des Sceaux depuis 30 ans. Ce qui est curieux, c'est que l'ensemble de ses confrères estiment que Dupond-Moretti, c'est une erreur de casting, il s'est mis à dos une grande partie de la magistrature, il est incompétent, il a un bilan désastreux. Pour Bruno Jeudi, journaliste de cour, journaliste militant, attaché de presse d'Emmanuel Macron, c'est le meilleur ministre de la Justice depuis 30 ans. Imaginons que ça soit vrai, mais les autres, c'était quoi? C'était Al Capone et c'est le fond de cuve du fond de cuve. Bon, comme pour Dupond-Moretti, le propos de Bruno Jeudi, c'est stupéfiant.
Si Dupond-Moretti a été relaxé, ce n'est pas le cas d'Olivier Dussopt. Selon la règle d'Elisabeth Borne, on attend la démission donc d'Olivier Dussopt. Alors, certains me disent que c'est Dussopt, mais quand on voit sa tête, non, il me semble que c'est plutôt Olivier Dussopt. Il est jugé pour favoritisme, 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende requis. Le ministre du Travail est jugé depuis lundi pour des soupçons de favoritisme dans un marché public en 2009 lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche. Vous avez une très belle illustration de ce que peut être l'inversion des valeurs. Emmanuel Macron va chercher un député sans trop de talent, Olivier Dussopt. Oui, Dussopt et non pas Dussopt, il suffit de regarder son visage. Il lui fait endosser la responsabilité de la réforme la plus impopulaire. Hollande avait fait la même chose avec la loi travail El Khomri. Sachant très bien qu'il sera condamné puisque les faits sont là, il est mis en examen, Olivier Dussopt, et qu'il pourra le remplacer naturellement lorsqu'il sera condamné. C'est du machiavélisme, mais c'est aussi une manière de se moquer des Français. Et puis, les LR boivent le calice jusqu'à la lie. Une véritable humiliation. Loi immigration à l'Assemblée, les macronistes rétablissent l'aide médicale d'État, AME, en commission. Comme tous les amendements qui ont été votés au Sénat, ils sont détricotés dans les commissions. Au Sénat, la majorité de droite et du centre avait voté la suppression de l'aide médicale d'État AME et la création d'une aide médicale d'urgence AMU. Est-ce que les députés LR vont donc voter contre cette loi immigration ? Eh bien, nous le verrons dans quelques temps. En tous les cas, Emmanuel Macron les traite exactement comme il traite Olivier Dussopt. On va ouvrir la page 1984, George Orwell. Oui, c'est une nouvelle chronique et c'est vous qui me l'avez demandé. Vous m'avez demandé de revenir sur cette fameuse révision des traités. Alors, on va regarder dans le détail ce qui change. La Commission européenne serait transformée en un gouvernement de l'Union européenne. Le président de la Commission choisirait directement les commissaires, alors que ce sont les États actuellement. Suppression de tous les droits de veto nationaux pour les secteurs où ils existent encore. L'Union européenne renforcerait ses compétences au niveau de la santé, de la protection civile, de l'industrie et de l'éducation. Ce seraient des compétences partagées. En somme, Bruxelles décide et les membres valident. Les compétences de l'Union européenne en matière d'affaires étrangères, de sécurité et de défense extérieure, ainsi que d'infrastructures transfrontalières, entre autres, seraient également considérablement élargies. Prise de pouvoir et en route vers une armée de l'Union européenne. Adopter la monnaie euro serait une obligation pour les pays membres. C'est ce qu'on appelle la définition d'un État fédéral et c'est la fin de la France. Il faut être clair, c'est la fin de la souveraineté. La France n'existera plus, d'autant plus que les députés de l'UMPS ont voté cette résolution européenne. Séance tragique à l'Assemblée nationale. Donc hier soir, la résolution sur la révision des traités européens vient d'être adoptée, celle qui avait été votée le 22 novembre. À Strasbourg, la Macronie aura pu compter sur l'abstention des LR et le vote du PS. C'est la fameuse UMPS, ils ont toujours été européistes pour arriver à ces fins. Une véritable trahison. Alors, est-ce que c'est fini de la France ? Il y a évidemment des motifs d'inquiétude, mais il y a également des motifs d'espoir. Déjà, dans le vote du 22 novembre que je vous avais présenté, le 23 dans un de mes entretiens, avec une faible majorité, donc il y a une faible majorité au Parlement. Le Parlement européen a approuvé ces propositions de réforme des traités de l'Union, mercredi 22 novembre, donc ça a été voté hier en France, demandant au Conseil de l'Union européenne de soumettre les propositions au Conseil européen afin que les chefs d'État ou de gouvernement mettent en place une convention qui devra se pencher sur la révision. Et c'est peut-être là où il y a de l'espoir. Si Emmanuel Macron va défendre évidemment cette révision, il y a de très nombreux chefs d'État qui ne veulent pas en entendre parler. Les Suédois, les Hollandais, je pense également les Allemands. Scholz est peut-être favorable, mais pas les députés allemands. Et puis, il faudrait qu'ils trouvent une majorité en Espagne, en Italie, en Irlande, etc. Je crois que les chefs d'État, la Hongrie, la Pologne, donc c'est pas encore gagné pour les fédéralistes. C'est notre motif d'espoir. Mais voilà, au sein de la Commission européenne, ils sont prêts à tout et c'est là où cela devient dangereux. Il va falloir lutter, être très vigilant. Pensez à cet horrible Thierry Breton. Alerte, l'Union européenne prépare une loi autorisant la saisie de vos données personnelles auprès de toutes les entreprises. Vous serez traqués partout. Et oui, il faut traquer la moindre dissidence. Dans certains pays, c'est mis en place. Le gouvernement irlandais exige l'accès aux conversations privées sur les réseaux sociaux pour espionner et punir le sentiment
anti-migration. Un point aveugle des identitaires, la surveillance généralisée pour faire taire les populations. Mais le meilleur moyen de contrôler les populations, c'est de créer des moutons. La France connaît une régression éducative inouïe qui fait d'elle une nation d'illettrés. Ben oui, plus facilement manipulable. Et jouer également sur le pouvoir d'achat des Français. Lorsque vous avez faim et que vous devez vous battre pour vous nourrir, vous avez moins d'énergie pour contester les décisions du gouvernement. Encore merci à nos élites européistes visionnaires. Comparatif des prix entre 2022 et 2023. L'inflation est violente sur l'alimentaire, encore plus pour les Français les moins riches. Et malgré ces hausses de prix, nos éleveurs crèvent la gueule ouverte. Pognon de dingue pour certains, comme dirait Manu. Tous les éléments de contrôle du crédit social à la chinoise sont en train de se mettre en place et on est en train de se poser la question si les Jeux Olympiques ne seraient pas une grande répétition. Quoi? Un QR code pour les Jeux Olympiques? Quoi? Des transports en commun très chers, 2 € qui passent à 4 €, alors qu'on nous avait promis la gratuité? Nous aurait-on menti? De qui se moque-t-on? Vous aurez un QR code, une dérogation sera nécessaire pour circuler dans Paris lors des Jeux Olympiques 2024 et nous savons qu'il y a des caméras à reconnaissance faciale. Les sénateurs commencent à s'inquiéter de ce monde orwellien. Il serait peut-être temps. Coup de gueule du sénateur Loïc Hervé après les annonces du préfet de police sur un QR code pendant les Jeux Olympiques. Il dénonce un feuilletage extrêmement préoccupant. Il précise avoir saisi la CNIL et le ministre de l'Intérieur. Le seul ennui, c'est que le ministre de l'Intérieur est en train de mettre en place ce plan. Cela fait des années que nous alertons sur le péril autoritaire de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. Et il y en a encore. Je les vois sur les réseaux sociaux qui sont en train d'écrire que le péril le plus menaçant pour notre démocratie, c'est quelques jeunes de l'ultra-droite. Mais ils ont quoi dans les yeux? Allez, sans transition, la disparition de Michèle Rivasi. Elle était députée écologiste. Nous avions de très nombreux différends, notamment au sujet du nucléaire. Mais voilà, Michèle Rivasi s'est comportée de manière admirable et d'un courage exemplaire parce qu'elle s'est dressée contre ce monstre du Big Pharma. Et elle nous a quittés d'une crise cardiaque. Donc, regardons son dernier tweet. L'opacité de la Commission européenne et de nos gouvernements doit cesser. Nous, contribuables européens, avons le droit de savoir combien de milliards d'euros nous devons encore payer à Pfizer et pourquoi. La balle est dans le camp des enquêteurs européens depuis longtemps. Hier, le député européen Michèle Rivasi remettait en cause sur X les milliards d'euros reçus par Pfizer de la part de l'Union européenne. Aujourd'hui, Michèle Rivasi est décédée, selon la version officielle, d'un arrêt cardiaque alors qu'elle se rendait au Parlement européen. Faites votre propre conclusion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser. Et puis, à bientôt. Au revoir.